Écoutez, bonjour à tous et toutes. Pour ma part, bonjour, je suis Yael Schmidt de Finance et Pédagogie Loire-Drôme-Ardèche. Donc, nous nous retrouvons pour une première action sur la thématique de la création d'entreprise. Donc, cette action, nous avons souhaité l'intituler du stade au bureau en faisant une analogie sur les porteurs de projets qui sont en activité sportive avec des ambitions entrepreneuriales. Avant toute chose, je souhaitais remercier les différents partenaires sans qui cette action n'aurait vu le jour. Donc, je pense principalement à la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui est partie prenante de cette action. Bien entendu, l'association des Olympiens qui accompagne les sportifs en activité et en reconversion. Et aussi finance et pédagogie, qui pour ma part je représente sur mon territoire, mais sur l'action nationale, bien entendu, finance et pédagogie est aussi présente. Alors sur le fonctionnement, nous allons passer environ 1 heure ensemble sur cette notion et cette grande aventure entrepreneuriale que nous allons vous présenter. Pour des raisons de commodité, je serai assisté d'Alain Dubois qui se présentera. La volonté que nous avons eue sur ce webinaire, c'est d'avoir un échange de manière interactive. À l'issue, vous aurez bien entendu le support de présentation complet qui vous sera remis avec, pour la présentation, une version allégée de manière à ne pas se retrouver avec quelque chose de trop descendant et pénible à suivre. Je laisse la parole à Alain pour se présenter. Oui, merci beaucoup Yael. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir aussi d'être associé à Yael pour ce programme très intéressant ce soir. Vous allez d'ailleurs en voir le menu. Pour ma part, je suis représentant de finance et pédagogie sur le territoire CEPAC, c'est-à-dire le sud-est de la France, ainsi que j'ai la chance aussi ainsi d'opérer sur l'ensemble des Outre-mer. Alors voilà, souvent en visio, pas souvent en déplacement, mais bon, on est là quand même. Et ravi d'être avec vous. Je te repasse le micro, Yael. Oui, alors simplement, avant l'introduction et la présentation, prévenir simplement que ce webinaire est enregistré pour des raisons de diffusion en replay sur les différents supports des organisateurs. Autre chose aussi, donc cette action se compose en 3 points. Je reviendrai plutôt à la fin, mais simplement sur ce webinaire. Nous allons aborder principalement sur tout ce qui va concerner la notion de l'idée et de l'entrepreneuriat au sens large. La version que nous aborderons début janvier sur la spécificité qui va concerner le statut juridique de l'entreprise, le prévisionnel d'activité, le plan de financement et tout l'aspect technique financière sera abordé en janvier. Je reviendrai à l'issue aussi une notion d'accompagnement. Donc, c'est un point qui sera essentiel, mais que nous partagerons. Je te laisse lancer, Alain, les hostilités. Ouais, mais je te remercie, Yael. Donc, on affiche là actuellement donc le programme, le menu de la soirée. On verra donc des données économiques, l'idéation aussi et la motivation. Et vous verrez que sur ces thématiques-là, il y a une véritable introspection auprès du sportif qui se reconvertit en chef d'entreprise ou n'importe quel chef d'entreprise. La création, on essaiera de la détailler aussi à travers des grandes étapes. Bien évidemment, on aura des conseils avisés de Yael sur les pièges à éviter et puis on essaiera d'aller plus loin aussi. Donc, Yael, sur la première des présentations, donc nos codes couleurs sont assez sympas. Moi, je note tout de suite une sorte de trend assez intéressant à partir de 2018. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur cette augmentation de création d'entreprise? Oui, alors simplement pour les porteurs de projets, il faut aussi être en prise directe avec l'actualité, je dirais avec le contexte économique que nous traversons. Si on analyse le graphe, on constate simplement qu'il y a une évolution régulière des créations d'entreprises sur le territoire national. Donc ça, c'est un Mhm. point qui est plutôt important à noter. Ça veut dire que l'activité et la création d'entreprises au niveau économique bat son plein en France. Par contre, si on nuance un petit peu on va dire, ce constat, il y a quand même on constate un ralentissement depuis 2022. Alors pour les raisons qu'on connaît, hein, on est dans une époque où nous avons traversé une crise sanitaire, nous avons des problématiques géopolitiques qui mettent à mal aussi les ambitions et les porteurs de projets sur la volonté entrepreneuriale qu'on peut voir. Ce qu'on peut aussi noter, par contre, sur ces notions de données économiques, c'est que malgré tout,
Sur le ralentissement, on voit toujours une proportion très, très, très importante. Alors, le slide est un petit peu petit sur les écrans, mais sur la partie, on va dire, rose, vous avez une grosse partie qui concerne la micro-entreprise. N'oublions pas que ce statut a été initié il y a quelques quinquennats, c'était sous Nicolas Sarkozy, qui avait une volonté, on va dire, de faciliter les démarches entrepreneuriales avec un système, et on y reviendra dans le prochain webinaire, un système allégé pour les porteurs de projets qui voulaient se lancer dans l'aventure. Donc, simplement sur l'interprétation, on va dire une création qui tient, on va dire qui tient ses promesses, par contre, à relativiser, puisque la grosse proportion de création est principalement orientée sur la micro-entreprise. Ok, merci Yael. Donc, est-ce qu'on est d'accord si on se dit tout de suite que le statut de micro-entrepreneur est plutôt un statut provisoire et qu'il permet de passer à l'étape suivante après avoir clarifié sa situation d'entrepreneur ou pas? Alors, si tu veux, pour des financiers que nous sommes, toi et moi, hein, on a vécu l'arrivée de ces, on va dire, de ce profil type. Ouais. À l'époque, moi, j'étais analyste risque, donc entreprise, hein, c'était mon métier de l'époque. Je voyais ça plutôt comme quelque chose d'hyper intéressant, dans le sens où pour moi, c'était presque une première marche avant évolution vers un statut juridique adapté, sans prise de Absolument. risque initiale, on va dire, sur le projet porté. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'on voit dans la société actuelle que beaucoup de structures et beaucoup de secteurs d'activité, je pense principalement à des secteurs type VTC, je pense à des Ouais. secteurs comme la coiffure, qui ont pris ce type on va dire, Le de profil statut? entrepreneurial, de statut, pour acquis et pérenne dans le temps, ce qui me semble toujours être antinomique avec la pérennité d'une boîte qu'on devrait faire durer sur plusieurs années. Mais en tout Ok. cas, le constat est tel que beaucoup de créations entrepreneuriales, de micro-entreprises et beaucoup de personnes restent dans ces statuts pour des raisons, on va dire, un petit peu déjà de facilité et puis aussi beaucoup de méconnaissance de l'évolution, sachant que si tu veux passer de ce Ouais. statut vers un autre, il faut le Mhm. clôturer pour évoluer vers une création d'un autre. Absolument. Alors, dans nos différents échanges, Yael et moi, quand on accompagne des créateurs d'entreprises, la première des choses qu'on leur dit, c'est qu'on leur parle assez souvent, et vous allez être assez surpris, du taux de survie des entreprises pour la simple et bonne raison que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas simplement un long fleuve tranquille. Et bien évidemment, il y a un taux de défaillance qui est important. Donc, je vais te repasser le micro, mais simplement dire que la défaillance d'une entreprise, dans 2 tiers des cas, elle est due à l'investissement du chef d'entreprise et pas forcément à un mauvais produit ou à une mauvaise offre marketing. Est-ce que tu peux là aussi nous développer ces éléments-là, Yael? Alors oui, si tu veux, c'est toujours compliqué de dire on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors évidemment, lorsqu'on a un porteur de projet, je dirais que la motivation qui l'accompagne, bah, il faut la maintenir et surtout pas la stopper. Néanmoins, euh, on va dire ce constat, c'est quelque chose qui a toujours existé. Moi, depuis que je suis en banque, la défaillance à 3 ans et 5 ans, pour diverses raisons. Parce que déjà, tu as des charges qui apparaissent quelques années Mhm. après et pas forcément au début. Donc ça, c'est un premier effet. Le deuxième effet, on le verra dans le prochain webinaire, c'est cette notion aussi de prévisionnel, pas forcément anticipé sur plusieurs exercices, mais que sur un seul exercice. Donc forcément, à un moment, tu as un problème. Et par contre, je refais le lien avec le contexte que nous traversons. Lorsque tu vis 2 crises successives comme nous vivons actuellement, avec une inflation, même si elle commence à être un petit peu ralentie, qui a fait des effets très très forts sur ces 2 dernières années, avec des augmentations sur les matières premières, avec des Mhm. impacts au niveau, n'oublions pas, des professionnels établis plus forts sur l'électricité et sur l'énergie, puisqu'ils ne bénéficiaient pas pour la plupart des boucliers tarifaires que les particuliers avaient. Donc Ouais. des impacts, on va dire, conjoncturels qui ont eu on va dire, des répercussions très très fortes. Donc cette notion de taux de survie à 3 et 5 ans,
sur les 3 années que nous venons de traverser est véritablement d'actualité. Alain, je suis désolé, je vais être aussi on va dire, négatif sur le sujet. Il y a un rapport de la Banque de France qui vient de sortir avec le nombre de défaillances des entreprises qui repart à la hausse. Oui. Alors, on ne va pas noircir complètement le tableau. Je suis obligé d'en parler. On vient de Mhm. traverser une période d'accompagnement des entreprises plutôt intéressante avec un État régalien qui a joué son rôle à plein, Absolument. mais avec aussi la mise en place de prêts garantis par l'État. Absolument. Avec des contre-garanties à 90% du gouvernement vers les banques. Donc, on va dire que les robinets, entre guillemets, de crédit sur ces 2 derniers exercices ont été ouverts à plein. Et Mhm. là, le contexte fait qu'on repart dans une situation avec la hausse des taux que nous connaissons et, on va dire, les problèmes de liquidité qu'on commence à rencontrer dans le contexte des financeurs, ben, des difficultés sur, on va dire, des situations qui pouvaient être un petit peu chaotiques il y a 2 ans, mais qui sont devenues empiriques actuellement. Donc, Absolument. cette slide a tout son sens dans le contexte qu'est le nôtre. Oui, bon, à la fois, ce sont des données économiques qui sont brutes, qu'il convient aussi de tempérer en fonction d'un contexte ou d'une conjoncture, mais en réalité, ça reste effectivement l'expression de ce que vivent les créateurs d'entreprises. Bon, bah, écoute, Yael, Si tu veux, oui, juste pour conclure, par oui, rapport à cela pour nos participants, et surtout ne pas importer, on va dire, des notions qui soient trop négatives, le message à passer, c'est simplement que dans la période que nous vivons, dans cette société, il est très, très important d'être en prise directe avec l'actualité, de manière à avoir aussi des projections de la suite. Parce que les impacts au niveau d'un professionnel établi ou en cours d'établissement est beaucoup plus importante que sur un salarié. Par rapport à tout ça, à l'issue du webinaire, nous remettrons aussi différentes sources, au-delà du support qui sera remis, différentes sources et de publications à suivre pour avoir une prise directe avec l'actualité économique et un décryptage plutôt intéressant. merci Yael. Ouais, on verra aussi d'ailleurs un petit peu plus loin comment s'entourer quand on est chef d'entreprise pour pouvoir maîtriser toutes ces données. Merci beaucoup Yael. Donc, si on parle d'idéation et de motivation, alors quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour avoir la bonne idée de création d'entreprise? Alors, comme nous le voyons sur la slide, si on est véritablement dans une création pure, qui va être principalement sur une idée porteuse, bien sûr, les influences peuvent être diverses. Les influences, c'est l'écosystème qui nous entoure. Alors, sur le sportif de haut niveau, on aurait pu aussi rajouter que ça peut être ses déplacements, ça peut être aussi des fois des idées qui sont perçues à l'étranger avec une mise en application sur le territoire national, parce qu'il y a des bonnes choses à prendre de partout. Ouais. On a recensé principalement le milieu professionnel si la personne est en activité ou le milieu sportif si la personne est en activité sportive. La vie quotidienne, je dirais que ça, c'est ce que nous vivons tous les jours. Forcément, il y a des idées qui peuvent venir un petit peu de part et d'autre. La vie économique, je viens d'en parler. Et puis, d'autres personnes qui pourraient donner des conseils. Par contre, ce point, parce que je suis assez bavard, je dirais attention parce qu'on l'évoquera dans les pièges à éviter. Par Oui, rapport à tout ça, complètement. Alain, l'idée pour moi, distinguer deux choses, et ça c'est une notion qu'on peut donner à nos porteurs de projets, il y a vraiment véritablement deux contextes très très différents. Le premier, ça va Ouais. être est-ce que je crée Mhm. de A à Z mon entreprise, et le deuxième, ça sera Est-ce que j'en reprends? C'est ça, est-ce que je reprends bien effectivement une sûr. activité avec soit un fonds de commerce existant, soit un chiffre d'affaires existant, soit un secteur qui est déjà implanté, parce que les deux éléments sont complètement différents. Par rapport à tout Absolument. ça, on va avoir un projet d'accompagnement d'athlètes au niveau de coaching individuel. Donc, bien sûr, c'est dans cet accompagnement qu'on aura capacité à vérifier la validité de cette idée et la capacité, je dirais, à la mettre en œuvre.
Oui, alors justement, puisque tu fais référence à cette capacité que nous avons, en fait, cette carte cette corde à notre arc, pardon, d'accompagner en coaching les dirigeants d'entreprise, on a beaucoup travaillé, toi et moi, notamment sur les biais cognitifs. Alors, ils peuvent être liés à pas mal de choses, mais est-ce qu'on est d'accord, Yaël, que 100% des créateurs d'entreprises pensent avoir le profil idéal et ils pensent avoir la meilleure des idées? Alors, je dirais que oui, et il Ouais. le faut. Il le faut. Si on fait une analogie avec le sport, vous l'avez sur la slide, bien sûr qu'on va retrouver les qualités du sportif de haut niveau. Je dirais que un athlète de haut niveau, il part déjà avec un acquis euh, Ouais. supérieur à la personne de terrain classique. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise l'athlète de haut niveau, on l'a à l'écran, la ténacité, le sens de l'objectif, la solitude. Bien sûr que le parcours entrepreneurial, c'est un parcours de solitude. Pourquoi? Parce qu'on va traverser des doutes, on va traverser des périodes difficiles, on va avoir des joies, des peines. Mais je dirais, Alain, que toute cette analogie, on la retrouve dans le sportif de haut niveau. Il vit exactement la même chose. Bien Ouais. entendu, mobilisé à 300%, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, puisque la constitution du chiffre d'affaires, ce point qu'on abordera dans le prochain webinaire, c'est la constitution, on va dire, du résultat qui va pouvoir composer la rémunération de l'entrepreneur. Donc, pour composer ce résultat et cette rémunération, il va falloir être, on va dire, poussé à l'extrême dans ce projet de vie entrepreneuriale, et il n'y aura pas le choix, sinon, il vaut mieux choisir le salariat. Ouais, merci pour ce conseil avisé, Yael, que je confirme bien évidemment aussi, pour accompagner sur différentes structures comme toi aussi des porteurs de projets. C'est vraiment la motivation qui va différencier la personne qui réussira et bien évidemment aussi tout un contexte à côté. Très clairement, ça veut dire je vais beaucoup plus travailler que si je suis salarié. Et puis, donc, tu nous le prouves aussi, il faut surtout pouvoir en vivre, hein. L'idée, c'est de dégager des revenus supérieurs au simple salariat. Un point Bon. important, par contre, là que je vois sur la slide que nous avons préparée, un état d'esprit est une affaire ou une affaire de diplôme. Alors je dirais que là-dessus, bien entendu, l'autodidacte peut parfaitement réussir et heureusement. Le diplômé peut avoir des compétences supplémentaires, mais je dirais que euh, pour faire le lien avec nos sportifs, si dans les participants, il y a des sportifs qui sont salariés d'assaut, qui sont salariés de structures professionnelles, je pense, on a rencontré par le passé des sportifs qui étaient salariés de grands groupes, euh, à vérifier si ces sportifs n'ont pas un CPF, un compte personnel de formation. Pourquoi? Parce que avec ce CPF et on va dire les droits qu'il pourrait avoir en numéraire, puisque le CPF convertit des droits en euros sonnant et trébuchant, j'inviterais et je conseillerais fortement les sportifs à suivre peut-être quelques certifications d'accompagnement. Si on est, j'essaie d'illustrer mes propos, mais si on est sur un sportif qui a une volonté entrepreneuriale liée au commerce, il y a aussi des certifications de négociation qui sont sur des formations très courtes qui peuvent amener du contenu, des certifications qui peuvent amener de démarchage, de prospection, des Bien. certifications qui peuvent amener un petit peu d'analyse financière ou de compréhension bilancielle, même si c'est des points que nous allons aborder. Mais là-dessus, c'est un point qui me semble important. Super, merci beaucoup Yael pour toutes ces informations. Alors, on continue, on la crée cette entreprise ou pas? Moi, en tout cas, ce que tu viens de nous dire me donne envie de la créer et j'aimerais t'interroger sur le fait que bah, je viens te voir, j'ai une idée, je suis motivé, en tout cas, je l'exprime, mais comment te décrire mon idée, comment délimiter mon marché, comment définir mon projet, est-ce qu'il sera en adéquation avec moi-même? Moi, je préfère me lever très tard le matin, est-ce que c'est compatible avec un chef d'entreprise qui est obligé d'être très tôt à son bureau? Alors, dis-nous ça. Je dirais qu'on a essayé là, simplement d'illustrer les étapes qui sont incontournables. Déjà, d'écrire son idée. Pourquoi? Parce que on est sur une notion qu'on appelle le business plan. Ça va avoir aussi du sens parce que lorsque je vais soumettre cette idée à mes partenaires, alors mes partenaires, on va pas forcément monter une holding, hein, c'est pas forcément le sujet, mais mes partenaires, je pense principalement à la banque, hein, nous y reviendrons, Mhm. mais il va falloir convaincre le partenaire financier de la
faisabilité de cette idée. Délimiter le marché visé. Oui, on ne peut pas se lancer dans une entreprise entrepreneuriale si on n'a pas analysé le marché qu'on vise. Alors, je sais pas, je vais illustrer mes propos, mais il y a pas si longtemps encore, une mode des food trucks. J'essaie de Ouais, donner un petit peu de sens. Si j'ai pas analysé le marché de la vente à emporter et de la restauration rapide, ce qu'il était et est-ce qu'il était actuellement favorable et les projections que ça peut avoir, ça va être très compliqué. Par rapport à tout ça, je mettrai par mail aussi des liens qui sont assez intéressants. Tu retrouves un site qui recense, on va dire, la corporation des comptables, qui ouais. mettent à disposition des fiches info sectorielles, bon, qui sont facturées, mais pas trop chères, et Mm. qui permettent d'avoir une analyse précise, on va dire, en données économiques et chiffrées d'un marché. Pourquoi? Parce Absolument. que lorsqu'on va définir son projet personnel, on le verra un petit peu plus loin, il va falloir transformer tout cela en chiffres Mm. pour faire ce qu'on appelle un prévisionnel, mais nous y reviendrons. Donc, les étapes, on va dire, le travail de l'idée, ce fameux business plan, il est Ouais. incontournable et ça nécessite aux porteurs de projets de se poser tranquillement et surtout de travailler ces éléments pour avoir une idée précise qui peut aussi amener à un abandon du projet si, au niveau de mes analyses, je vois qu'il n'y a pas de faisabilité ou de viabilité. Ouais, et je rajouterais, Yael, par rapport à ces informations, bien évidemment, les ex-banquiers que nous sommes ont beaucoup utilisé d'ailleurs les fiches sectorielles, alors celle de BPI aujourd'hui, ça peut être celle des comptables ou bien celle de la Banque de France, hein, parce qu'elles vont quand même délimiter aussi le champ d'action sur lequel le porteur de projet va évoluer sur la suite. Là-dessus, Alain, comme nous avons une intervention, toi et moi, sous l'égide Finance et Pédagogie, qui sont des interventions non, à but non commercial de vente de contrats ou de vente de conseils, donc Ouais. on a plutôt une liberté de parole qui est intéressante. Euh, je dirais que là-dessus, pour nos athlètes, de mettre un petit peu de sous sur des fiches sectorielles faites par Ouais. des comptables sous réserve qu'elles sont assez récentes, mais je mettrai le lien en description. J'ai pas, on n'a pas d'interaction avec eux, mais de toutes les recherches que j'ai pu faire, c'était assez intéressant. Ça a du sens. Pourquoi? Parce que lorsque je reviens sur le contexte que nous traversons, des fiches sectorielles qui datent de 2 ans n'ont aucun sens dans le contexte économique que nous vivons actuellement. Je rappelle une inflation qui a évolué sur les matières premières quasiment de 20% sur ces Absolument. derniers exercices. C'est autant d'éléments à intégrer dans ce fameux prévisionnel pour voir la viabilité et surtout la rentabilité que le projet apporte. Bon, merci beaucoup Yael. Alors on va aborder là des termes assez techniques et qui font en général assez peur aux chefs d'entreprise et c'est ces termes-là justement sur lesquels il va falloir avoir un petit peu plus de peut-être de pédagogie. Oui, alors ce point, comme je l'évoquais, nous l'aborderons de manière précise en janvier. Par contre, on va essayer quand même de donner un petit peu de culturation Oui, à nos athlètes. Alors là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce prévisionnel, il a deux volontés. La première volonté, c'est déjà pour le porteur de projet de regarder en chiffres avant de se lancer, avant d'avoir déboursé le moindre euro, si le projet est viable. Pour cette raison, ça nécessite quoi? Ça nécessite ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire d'avoir des données sectorielles précises pour des chiffres d'affaires établis, pour des charges référentes et surtout pour des marges dégagées. Par contre, une fois que j'ai fait ça, ce prévisionnel, il va me servir aussi à convaincre mon partenaire financier si je dois lever des fonds ou de l'accompagnement. Par rapport à ça, Alain, on a la chance d'être dans un beau pays qui est peut-être fortement administré, très compliqué pour l'entrepreneuriat au niveau papier, mais plutôt avec des accompagnements financiers qui sont encore existants. Je absolument. pense à divers intervenants, BPI en fait partie, on l'a cité, mais il y a Mm. beaucoup d'initiatives sur le territoire. Mais malgré tout, lorsque tu vas lancer ton projet, il va falloir convaincre ces différentes structures de la viabilité. Et ce Absolument. prévisionnel va être aussi là dans ce sens. Mm. Enfin, je dirais, le prévisionnel, c'est ce qui va, il va se décomposer sous différentes formes. Dedans, tu vas avoir ce qu'on appelle le plan de financement qui va Ouais. permettre de mettre en place le financement et les besoins de la structure.
Tu vas avoir un compte de résultat prévisionnel à 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'on vient de vivre une époque où on a vu qu'un an, ça suffisait pas. Et pour les raisons de défaillance qu'on a vues dans la slide précédente, il faut pouvoir projeter sur plusieurs exercices avec des impacts à intégrer qui peuvent être des impacts inflationnistes, qui peuvent être des impacts au contraire déflationnistes. Ça dépend comment tu as construit les choses pour avoir une visibilité in fine de rentabilité de ta structure. Par rapport à Absolument. tout ça, un point très très important, Alain, c'est que lorsque tu te lances en entrepreneuriat, tu Ouais. ne peux pas définir in fine le salaire que tu vas vouloir te dégager. Mhm. C'est bien C'est dommage d'ailleurs. C'est bien ouais, dommage, c'est bien non? dommage. Sinon, on pourrait mettre, voilà, c'est plutôt euh, qu'est-ce que va te générer ton projet et est-ce qu'avec ça, tu vas pouvoir en vivre? C'est Mm, plutôt, moi, je pense, les éléments à l'envers. Donc ça, absolument. c'est un point pour je dirais, nos participants qui est très, très important à avoir. Pourquoi? Parce que dans les sportifs, tu as des sportifs qui viennent de différents horizons et qui viennent aussi avec des capacités financières très, très différentes. Certains, ça sera avec une certaine aisance si on a des sportifs qui sont salariés actuellement et qui ont des compléments de revenus qui peuvent être intéressants, ou alors d'autres sportifs pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Mm, Donc cette notion entrepreneuriale, c'est pas une sinécure, hein, c'est pas quelque chose où grosso modo tu vois la vie va être belle et super. Il faut l'espérer, mais en tout cas, faut anticiper ce prévisionnel véritablement sur papier pour être sûr, in fine, de ne pas avoir de désillusion. Oui, alors je te confirme de mon expérience aussi en tant qu'accompagnant et puis de formateur aussi auprès d'experts comptables. Bien souvent, c'est par cette partie-là que le projet va être en difficulté. Quand on est en jury, on va avoir un candidat ou des candidats qui vont être investis par leur projet, bien évidemment. Alors, adéquation ou pas entre l'homme et le projet, il va sans dire que si j'ai 40 ans et que je suis comptable et que j'ai envie d'être restaurateur et que j'ai jamais vu comment fonctionne une cuisine, un service, ça va être difficile. Mais ensuite, il y a aussi la deuxième partie, celle que tu viens de nous détailler avec justesse. Effectivement, le plan de financement, ça va être la partie la plus importante pour venir chercher des fonds auprès de son financier préféré, son Et, banquier. et simplement pour faire un lien aussi pour nos participants, moi de ce que j'ai pu constater sur l'accompagnement côté banquier à l'époque, hein, c'est simplement que la notion de point mort était régulièrement occultée. Ouais, Et cette notion de dire à quel stade j'ai mon équilibre et tout ce qui va dépasser sera pour moi du plus, du plus, c'est ouais. hyper, hyper important parce que c'est aussi, et ça parlera à nos sportifs, l'objectif à avoir. Le Mm. prévisionnel, c'est aussi la feuille de route, c'est aussi l'objectif que le porteur de projet ou le sportif va avoir pour tenir, on va dire, cette ligne directrice et ne pas avoir de retard ou de désillusion, puisque dans ce prévisionnel, on peut aller aussi assez loin. Tu as aussi des notions de saisonnalité par Ouais. rapport au secteur d'activité que tu vas avoir. Donc, Alors, c'est un point qui est très important. ouais, alors j'en profite pour dire que sur les séances de coaching, puisque là, on a tous les deux, on va dire, un discours de presque spécialiste, hein. Tu viens d'aborder la notion de point mort. On a tout de suite compris que le point mort, c'était aussi le seuil de rentabilité. Donc, l'idée, c'est d'accompagner aussi nos porteurs de projets vers cette acculturation de termes que le banquier, que l'expert comptable, que le juriste vont employer. Donc, c'est des termes non pas forcément sur lesquels il faut devenir spécialiste, mais il faut en maîtriser en tout cas un petit peu la portée. Je dirais Merci que beaucoup, pour Yael. nos auditeurs, avant le deuxième webinaire, si les personnes ont le temps d'aller sur Internet, regarder cette notion de point mort, Ouais. qu'est-ce qu'est un plan de trésorerie, qu'est-ce qu'est un seuil de rentabilité, ça donne déjà un petit peu une culture qui permet de gagner du temps lorsqu'on accompagnera de manière individuelle les porteurs de projets. Bon, en tout cas, Yael, moi j'ai toujours envie de créer mon entreprise. Et là, vraiment, j'ai besoin de toi pour me détailler les grandes étapes de cette création. Alors, bon, on l'a vu de manière assez, assez précise, hein. Donc, le questionnement personnel, oui, déjà, c'est quelle est ta motivation? Ta motivation, est-ce que c'est véritablement une motivation un peu plus anglo-saxonne qui Hmm. sera de gagner énormément d'argent?
ça peut être une motivation, mais c'est Donc, déjà d'avoir un... si je veux gagner beaucoup d'argent et pas trop travailler, est-ce que c'est le bon combo ou pas? Je dirais que si tu as misé Non. sur l'idée du siècle, ça peut le faire. Généralement, il n'y en a pas non plus énormément, hein, donc Bon, ça peut, mais en ça tout peut. cas, il faut vraiment se questionner de quelle est sa propre motivation. Est-ce que c'est Ok. aussi une motivation d'être quelqu'un qui ne supporte pas le travail collectif? Ouais. Ça peut être une motivation. Est-ce que c'est une motivation de décision? J'ai envie d'être maître de mes propres choix et décisions. Ça peut être une motivation. Donc ce point, il est très très important, mais pas que. D'accord. Merci. Alors, la L'étape naissance de numéro... l'idée, Ouais, la ouais. naissance, oui. Je Bon, t'en la prie. naissance de l'idée, bien sûr, d'où est la source de cette motivation? Est-ce que c'est véritablement en regardant l'environnement, comme on l'a évoqué? L'étude de marché, là, Yael, est-ce que tu veux nous faire la même référence que tout à l'heure par rapport aux fiches sectorielles, par exemple? Ça va nous donner des éléments clés ou on peut faire mieux? Alors, je vais faire un peu référence à ma propre expérience, hein. Je suis aussi investisseur de mon côté à mes heures perdues. Et j'ai mon épouse qui est entrepreneuse, donc forcément, j'ai pas un discours uniquement de pur banquier sur le sujet, hein. J'ai un discours aussi de quelque chose qui nous habite au quotidien. L'étude de marché actuellement, Alain, dans le contexte qui est le nôtre, sociétal, géopolitique, de tout ce qu'on a vu, elle me semble incontournable. Absolument. C'est-à-dire, si je ne suis pas imprégné de qu'est-ce qui se passe, où on est et vers où on va, ça peut être très compliqué. Toi et moi, on a vécu plusieurs crises, hein, Mhm. 2008, plus tout ce qui a suivi. Avant 2008, on n'avait jamais vécu de crise. Il y a encore 3 ou 4 ans, on était sur une inflation à 2%, sur des taux directeurs de marché à moins de 1%. Actuellement, on est sur une inflation à 2 chiffres, qui est en train de Mhm. ralentir, hein, si 2 chiffres en cumulé, je parle, hein, mais qui est en train de ralentir. On est sur des taux de marché qui sont 4 fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a encore 1 an et demi, et ça va pas s'arrêter. Faut être honnête, même si il y a des volontés de ralentissement, l'impact sur les banques, il va perdurer jusqu'au, on va dire, deuxième semestre 2024. Donc ces données, il faut les intégrer, Alors, principalement. je confirme absolument ce que tu dis, hein. Si on prend l'histoire depuis 2008, le législateur n'a eu de cesse que de réglementer le marché pour consolider la position du consommateur, hein, consommateur que nous sommes, mais toi et moi, nous sommes aussi chefs d'entreprise et on sait très bien aussi que différents projets qu'on aurait pu monter il y a 2 ans sont complètement obsolètes aujourd'hui dans quelque niveau que ce soit dans la tech ou que ce soit dans l'alimentaire, tout simplement. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très important. Et tu faisais référence tout à l'heure aux fiches sectorielles ou bien aux personnes qui peuvent accompagner le chef d'entreprise sur ces données-là. Merci Par beaucoup. rapport à cette étude de marché, on va dire nos participants peuvent consulter aussi leurs banques, hein. Les banques sont des commerces de proximité qui gèrent des particuliers, des professionnels. C'est presque on va dire, avec les fiches sectorielles, c'est presque les plus à même à répondre sur un projet, puisque forcément, ils ont une lecture immédiate de la situation. L'étude financière prévisionnelle, bien entendu, ben, c'est la mise en musique de l'étude de marché. Ouais. Là-dessus, je ferai simplement un lien en disant si tu es sur des augmentations de coûts, est-ce que tu peux le remonter, est-ce que tu peux le reporter sur tes Ouais. ventes, sur ton prix? Est-ce que si tu le reportes sur ton prix, tu es toujours référent Dans vis-à-vis le de ta marché, concurrence? bien sûr. Exactement. Où est-ce que tu te situes? Donc là-dessus, ça va nécessiter aussi peut-être de regarder la concurrence et l'environnement sur lequel tu souhaites t'implanter. J'ai essayé d'illustrer mes propos. Si tu es sur une volonté de négoce, ben, je me renseigne, je regarde sur la zone si tout tient et si ça ne me démarque pas complètement du marché et est-ce que je vais pouvoir fonctionner avec ça. Donc c'est un travail qui est quand même assez important, ce point. Beaucoup plus qu'il ne l'était, en mon sens. Alors, on va faire référence maintenant donc à l'étude juridique avec donc une personne clé qui sera un juriste qui va nous accompagner. On a parlé bien évidemment du comptable, de l'expert comptable qui nous accompagnera aussi. Quel qu'en soit le coût, j'allais presque dire, hein, c'est pas un luxe, mais c'est une simple quasi obligation afin d'avoir des éléments tangibles. Sur l'étude juridique, là aussi, Yael, j'aimerais t'interroger. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait?
Alors, si tu veux, Alain, ce point, on va l'aborder dans le deuxième webinaire. Nous, notre job, ça va être quoi? Ça va être de présenter les différentes solutions qui existent. Euh, Oui. Par contre, je dirais que chaque situation est différente. La situation n'est pas la même si la personne se lance en étant toute seule que si elle se lance en étant en couple avec un bien commun. La situation n'est pas la même si je vais par facilité lancer une activité sur un statut micro-entrepreneur parce qu'il y a une facilitation, Oui. alors que j'ai des ambitions de développement de mon activité dans les 2 ans. Donc, Ok. ces points, on va présenter les différentes structures possibles. Je dirais là-dessus, si on essaye d'intégrer, de commencer à donner de la culturation et de la coloration à nos participants, je reviens simplement sur l'étude financière prévisionnelle. Là, tu vas avoir une implication de ton banquier, de ton partenaire financier, qui va être à même de t'accompagner, de voir la faisabilité à son niveau. Sur l'étude juridique, bien entendu, ta possibilité de t'entourer, on va dire, d'un conseiller juridique, tout ça, ça a un Mhm. coût, mais en même temps, en fonction de la dimension du projet, nous, notre rôle en accompagnement individuel, ça sera aussi de préconiser l'accompagnement ou un accompagnement allégé d'une situation de porteur de projet. Mais par contre, je suis assez fan à un moment de dire sur l'étude financière prévisionnelle, tu as ton banquier, tu as ton Mhm. comptable et t'échanges régulièrement au moment de l'avancée de ton projet pour voir leurs avis et la faisabilité. Et sur l'étude juridique, une fois que ton choix est arrêté sur un statut, d'avoir un conseil soit marchand avec un conseiller juridique d'entreprise, soit éventuellement non marchand avec la Chambre de commerce et d'industrie de ta zone qui sera, ou BPI, qui pourra t'apporter quelques conseils. Mais je suis assez preneur de dire à un moment, tu payes des gens de qui c'est leur métier et qui te Absolument. préconisent des éléments. Je voudrais juste faire un petit rappel, effectivement, hein, sur cette partie-là, Yael. J'abonde vraiment dans ton sens, dans la mesure où le choix du statut juridique et du statut du chef d'entreprise va avoir une répercussion peut-être sur sa vie. Il faut savoir que le chef d'entreprise est l'homme clé de l'entreprise et que suivant le statut qu'il va choisir et la prévoyance vers laquelle il va se tourner, va avoir un impact aussi sur sa vie personnelle. Salarié, je suis en arrêt maladie, je suis payé par la sécurité sociale. Si je suis travailleur non salarié, suivant le régime juridique dans lequel je suis, globalement, je te donne un ordre d'idée. L'indemnité journalière, une moyenne, hein, on va dire en fonction du métier, c'est aux alentours de 10 euros par jour, hein. Donc ça veut dire que le chef d'entreprise, du jour au lendemain, il n'a plus que 300 euros d'indemnité s'il ne peut pas faire tourner son entreprise. Donc, là aussi, il y a des notions d'investissement financier du chef d'entreprise avec l'accompagnement d'un juriste ou d'un spécialiste comme toi. Oui, Merci et beaucoup, Yann. simplement, je rajouterai, Alain, qu'il y a aussi une dimension qui est très très importante, c'est que le professionnel engage sa responsabilité. Oui. Moi, à titre personnel, lorsque on fait les arrêtés comptables de l'activité professionnelle de mon épouse, il y a un expert comptable, il y a un juriste. Je rencontre tout ce beau monde 1 à 2 fois par an, hein, en fonction des choses à faire. Par contre, ils engagent leurs responsabilités. Sur ce point, Alain, je préconiserais, parce que notre boulot, c'est aussi d'apporter quelques préconisations, pour nos participants, que je privilégie toujours les échanges écrits. Pour les gens qui me connaissent, c'est plutôt un peu ma marque de fabrique. Pourquoi? Parce que Confirme. ça laisse des traces et surtout ça engage la responsabilité d'une réponse. Et Oui, lorsque tu échanges avec un comptable, alors ils aiment pas bien ça, ça oblige à répondre. Et absolument. forcément, si à un moment il y a un petit peu de discussion, au moins il y a un écrit. Même Non, chose mais, avec la banque. non, mais c'est vrai qu'on le dit avec le sourire, mais ça fait partie aussi de notre formation et des conseils qu'on se doit aussi de donner. Évidemment, les traces écrites sont les plus importantes, même si effectivement l'erreur est humaine. D'ailleurs, elle est institutionnalisée, hein. On a le droit à l'erreur aussi, par exemple, de se tromper dans sa déclaration fiscale, sa déclaration d'impôt, mais bien évidemment, toujours privilégier ce genre de
d'échange. Yael, donc, est-ce qu'on parle dès maintenant des formalités d'inscription administrative ou pas? Alors ces éléments sur les formalités d'inscription des entreprises, tu vois, encore, avant notre connexion, je suis retourné sur le site BPI, je suis retourné sur la Chambre de commerce. Les choses évoluent plutôt dans le bon sens sur notre Ouais. pays. Même si nous sommes sur un pays fortement administré où, on va dire, chaque démarche administrative n'est pas si simple, je trouve que les éléments vont dans le bon sens. L'accompagnement qui est fait du moment qu'on oriente correctement sur les bonnes structures est plutôt pas mal. Par contre, bien sûr, il faut avoir en tête que lorsque je me lance en création d'entreprise, forcément, la partie administrative va pas être des plus aisées. Et Ouais. là-dessus, l'organisation que je dois avoir en amont de manière, je dirais presque informatique, hein, puisque maintenant on est dans une époque qui est comme ça, Oui, ouais. nécessite d'anticiper ces éléments sur la création de mes dossiers de manière à avoir des choses bien rangées, bien organisées. Ok, merci Yael. Bon, ben écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que j'ai toujours envie de créer mon entreprise et j'ai besoin de tes conseils les plus avisés afin d'éviter les pièges qui vont m'être peut-être tendus par certains, certaines, l'environnement. Alors là, Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu avais relevé? Vigilance des conseils sur ben les réseaux voilà, sociaux. Oui. les réseaux sociaux, ouais. Ça a l'air Alors, tellement facile sur les réseaux sociaux de créer. oui, alors déjà, oui, effectivement, là-dessus, l'alerte principale que moi qui m'interpelle, c'est je vois énormément de communication qui passe. Alors, je vais pas faire de pub, hein, mais sur des sites type Instagram, TikTok. Enfin, je vois des choses qui circulent, ça me fait froid dans le dos. Bien entendu, on ne peut conseiller nos porteurs de projets d'avoir des références. Encore une fois, j'en donnerai quelques-unes par mail incontournables de manière à pas partir sur des sites qui balancent de l'info sans vérification, puisque nous, notre métier, c'est de vérifier l'information qu'on divulgue. Donc, attention par rapport à ça. Si j'étais un peu taquin, d'ailleurs, je te ferais une analogie, Yael, que tu adores, sur les conseils des TikTokers sur les crypto-actifs, hein, ce qu'on n'appelle pas ça en réalité les crypto-monnaies. Mais bon, ça restera un joke. Ouais, alors Ouais, les simplement par rapport promotions. à ce que tu disais il y a un article aujourd'hui dans les Échos hein, sur ce sujet. Avec les conseils d'influenceurs sur des cryptoactifs qui sont des crypto-monnaies un petit peu mineures. Et le fait que Absolument. tu as un influenceur qui est suivi par plusieurs millions de personnes, qui donne un conseil, même si c'est un conseil nul, pardonne-moi du Mhm. terme, Ouais, il va y avoir une petite influence sur la cotation. ouais, ouais, Donc, attention par rapport à ça. Ce que tu évoques sur les promotions de placement ou d'investisseurs par des influenceurs, ouais, on va dire il y a une réglementation qui a vu le jour cet été, absolument. qui vise on va dire, à, à superviser ces influenceurs qui n'ont aucune formation. Et qui du jour au lendemain vont te proposer d'investir sur telle ou telle chose et avec des incidences qui vont être dramatiques. Donc, on va dire, depuis cet été, tu as Ouais. une réglementation qui s'est durcie, tu as des contrôles qui se sont durcis et étonnamment, tu as beaucoup de nos compatriotes qui ont quitté quelques paradis un petit peu Ouais, euh, ouais. On où en, il fait bon on en vivre. connaît. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour donner des conseils, hein, notamment sur des conseils financiers, il faut être légitime, hein, et effectivement, il y a une influenceuse qui était spécialiste pour le maquillage, mais qui donnait aussi des conseils sur les crypto-monnaies. Bon, bah, évidemment, c'est à éviter. Merci beaucoup, Yael. Sur les programmes immobiliers, l'investissement en dehors du territoire? Ça me fait toujours froid dans le dos, effectivement. Alors, en dehors du territoire ou dans le territoire, on pourrait le rajouter. Pourquoi? Parce que sur les sportifs, je dirais presque ça a été sur la décennie qui vient de se terminer, ça a été catastrophique. C'est-à-dire des investissements sur des terrains où rien n'est sorti de terre avec des avantages de défiscalisation. Et à la sortie, il n'y avait rien. Alors ça, Mhm. il y a beaucoup d'émissions télé qui font état de personnes qui ont perdu pas mal d'argent. Ouais. Je dirais le contexte, simplement je fais un lien avec le contexte qui est le nôtre actuellement. Donc on est dans une période où il y a énormément, énormément de problèmes sur les métiers de la construction, puisque forcément ils sont fortement impactés par le contexte des taux directeurs. Donc là-dessus, je dirais attention
On sort un petit peu de la partie entrepreneuriale, mais si vous avez parmi nous des sportifs qui souhaitent investir sur des programmes immobiliers, euh, je dirais attention, vigilance, quelle est la garantie de signature qui est en face? Est-ce que c'est un programme qui est coopté par une banque française? Oui, Ça a du sens, absolument. à mon avis. Par contre, si c'est un programme qui est avec peu de références derrière, attention, ça nécessite quand même des recherches qui sont pas anodines, on en parlera un petit peu. Bon, globalement, faisons attention au chant des sirènes, Yael. Oui, Et puis les conseils qu'on entend dans les vestiaires ou dans les cafés, ceux-là, alors, je crois que tu en sais quelque chose aussi. oui, le conseil de vestiaire, mais on pourrait dire c'est le conseil de la corporation, le conseil Ouais. de mon environnement. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a super réussi. Donc, ce que je te propose, ça marche à tous les coups. Attention, attention. Absolument. Là-dessus, j'irai pas trop en détail, mais bon, c'est un des premiers problèmes. D'ailleurs, dans nos fils LinkedIn, dont on aura les références à la fin, on a publié, toi et moi, effectivement, des témoignages de sportifs qui se sont fait quasiment rouler. Bon, là c'est les pièges à éviter, mais bien évidemment, il y a aussi les bons conseils. J'imagine que le banquier est quand même le référent pour le Alors, montage de... oui, alors ça, tu vas compléter parce que je sais que c'est un petit peu ton dada. Alors, sur les banques françaises, ouais, j'orienterais principalement sur les banques françaises traditionnelles. Pourquoi? Ouais. Bah, tu vas le dire, toi plus que moi. Alors, non, non, c'est pas que je suis spécialiste. Moi, j'ai eu l'occasion d'opérer aussi donc sur l'international, bien évidemment. Mais bon, ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui nous disent, bah tiens, il y a telle ou telle banque en ligne qui est super intéressante, etc. Je dis, alors attention, hein, cette banque-là ne bénéficie pas, par exemple, de la garantie des dépôts. On me dit, mais si, cette banque-là, alors je ne vais pas la citer, hein, vous irez la chercher, comme ça on ne lui fait pas de publicité, parce que vous savez que depuis les crises et de solvabilité et de liquidité, donc 2008, 2012, le législateur a renforcé la solidité des banques et elle a imposé un certain nombre de référencements au niveau de certains ratios et notamment le relèvement du fonds de garantie des dépôts, c'est-à-dire que notre argent est garanti dans notre banque traditionnelle. Eh ben, il y a une banque en ligne qui dit dans sa publicité que le Fonds national de garantie s'applique. Sauf que quand on va voir dans le détail, et je ne la citerai pas même sous la contrainte, ben, c'est le Fonds national de garantie de la Lituanie. Et alors bien évidemment, ça n'a pas du tout la même signature que le Fonds national de garantie français. Donc c'est une grosse mise en garde, non pas contre les banques en ligne, mais contre certains opérateurs qui pourraient jouer sur la réglementation à travers des pratiques marketing ou publicitaires pas tout à fait réglo. Par rapport à ce que tu dis, je souligne simplement que toi et moi, on tient une veille économique et financière sur LinkedIn. C'est bien sûr pas une veille économique et financière commerciale, c'est pas le but. Simplement, chaque fois qu'on relève des éléments qui nous semblent importants à connaître, que ce soit sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la partie entrepreneuriale, mais en même temps qui est étroitement liée avec le contexte des financeurs, bah, on fait des publications par l'intermédiaire de textes de loi, on fait des Hum. publications par l'intermédiaire de sites de consultation, puisque vous avez aussi par la Banque de France une liste noire des établissements financiers qui est mise à jour continuellement. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur nos profils, puisqu'on l'a mis à jour. Enfin, on a mis le lien en ligne, pardon, ce qui permet que lorsque j'ai un doute, d'aller quand même regarder vers où j'investis de manière à pas me retrouver en difficulté. Ouais, ça c'est le bon côté des réseaux. Le mauvais côté, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi, mais on peut aussi trouver des informations très intéressantes. Yael, donc pour les 5 minutes qui nous restent, bon, évidemment, tu l'as déjà dit, hein, s'entourer de professionnels reconnus, donc d'un expert comptable, d'un conseiller juridique, de chambre de commerce ou autre, bien évidemment, ça reste incontournable. Oui, ça reste incontournable. Juste le point au-dessus, si immobilier ou programme de défiscalisation. Alors, j'élargirais plus si à un moment où pour faire le lien avec l'entrepreneurial, tu peux avoir aussi des sportifs qui souhaitent tenter l'aventure de la franchise.
Bien sûr, Ça peut bien sûr. arriver. Donc, je rajouterais aussi que si ça rentre dans la franchise, je vérifie la garantie de signature. Ouais, bien Est-ce que sûr. j'investis dans une franchise qui est référencée? Si Mm. elle est référencée, je peux poser aussi la question à ma banque. Ouais, Pourquoi? Parce que les banques travaillent elles-mêmes avec des sociétés de cautionnement qui peuvent elles-mêmes vérifier la qualité de ces franchises. Donc ça, c'est autant de points qu'on soulève qui permettent de dire à un moment, quand je signe un contrat avec quelqu'un, ouais, quel est le niveau de solvabilité, de crédibilité de la personne en face. absolument. J'élargirais un petit peu aussi la capacité à invectiver ou alors à rechercher l'information, parce que tu as aussi des sites qui permettent d'aller faire quelques recherches, hein. Je pense à Infogreffe, Redil, Société.com, qui te permettent d'avoir quand même quelques informations sur vers où je mets mes billes, ou éventuellement si je travaille avec des fournisseurs, est-ce que mon Absolument. fournisseur tient la route Mm. de manière à pas me retrouver à un moment avec une situation compliquée? Alors, je vais confesser pour Yael et moi qu'on a le même défaut. Alors, c'est peut-être un défaut ou une qualité. Chaque fois qu'on travaille avec un nouveau partenaire, donc à titre personnel et privé, que ce soit pour des investissements ou de l'entrepreneuriat, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on va chercher leur bilan pour savoir comment ils fonctionnent et est-ce qu'ils fonctionnent vraiment, est-ce qu'ils viennent à peine d'ouvrir, est-ce qu'ils ont des dettes, est-ce qu'ils ont de l'actif. Alors, c'est vraiment quelque chose de très professionnel. Moi, je le qualifie comme un défaut, mais en réalité, c'est plutôt une qualité à développer. Merci Yael pour ces informations. Si je te demande d'aller plus loin pour Alors, notre prochaine ouais, alors réunion. si tu veux, la volonté on va dire de l'orientation de ce webinaire, ça a été véritablement de mettre l'accent sur des choses enfin, qui nous semblent être incontournables lorsque je lance l'aventure entrepreneuriale. Je Oui, résume simplement en 2 mots. On a parlé de l'idée, on a parlé de l'étude de marché, on a parlé de contexte économique, on a parlé de motivation. Ça, c'est des choses incontournables. Avant d'aller un petit peu plus loin dans le prochain webinaire, donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, hein. Tout ce mhm, qu'on a évoqué avant doit se transcrire dans ce fameux prévisionnel d'activité, ouais, c'est-à-dire il va falloir que je mette en chiffres ce que j'envisage en tant que porteur de projet. Pourquoi? Parce que ce prévisionnel va me permettre de faire quoi? D'aller solliciter éventuellement des fonds si j'en ai besoin. Et dans mes oui. fonds et dans mon besoin, on va parler de plan de financement, de combien j'ai besoin pour mettre en musique cette fameuse idée, mais en même temps, une fois qu'elle est lancée, est-ce que mon plan de trésorerie, il va permettre de tenir? Est-ce que je vais pas avoir des trous à un moment parce que je suis sur un secteur d'activité de saisonnalité et quelquefois je vais avoir besoin de fonds pour faire face à des situations un petit peu compliquées pour faire tourner mon business. Par rapport à tout ça, est-ce que mon banquier va me suivre? Mhm. Donc, c'est peut-être des choses à anticiper en amont. Monsieur le banquier, est-ce que tu me finances? Oui, mais par contre, est-ce que dans mon plan de trésorerie, tu vas m'accompagner par du découvert de court terme ou éventuellement de la facturage ou d'autres solutions de court terme? Je commence à mettre des mots un petit peu volontaires dans le dispositif sur les temps qui vont être difficiles. Comme ça, monsieur le banquier, tu es au courant dès le début que dans mon projet, je vais avoir besoin de toi à certains moments. Vaut mieux Ouais, l'anticiper. Par rapport à tout ça, le statut juridique de la structure professionnelle, bien sûr, il va falloir le choisir et le choisir, on va dire, par rapport à la situation qui est la mienne. Je reviens, est-ce absolument. que j'ai des biens? Est-ce que je n'ai pas de Ouais. biens? Est-ce que je me lance seul? Mm. Est-ce que je m'associe? On parlera peut-être aussi des avantages et inconvénients d'une association, parce qu'une Ouais. structure de type SARL peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients, de manière à pouvoir nous amener sur cette capacité à avoir quelques athlètes sélectionnés, le mot est un peu fort, mais en tout cas volontaires, pour être suivis par nous deux en fonction de la volumétrie, pour voir la viabilité de leur projet qu'on essaiera on va dire, d'analyser en toute bienveillance, mais en essayant d'être le plus objectif possible.
Oui, parce que l'idée, bien évidemment, si on se projette sur cet accompagnement-là individualisé, c'est de dire des vérités que d'autres professionnels seront en mesure aussi de dire et qui feront peut-être plus mal un petit peu plus tard. Donc, toujours bien travailler en amont son projet. Merci Yael. Donc, les prochaines étapes par rapport au module 2 et 3, bon, ben, tu viens de nous l'expliquer, on va dire. Oui, alors simplement, j'invite les participants de se rapprocher, on va dire, des structures d'organisation de manière à pouvoir être inscrits sur les webinaires. Donc, les dates sont mentionnées, actées, donc 25 Oui. janvier de 18 à 19 heures. Et après, à compter de février, donc un accompagnement individuel sur les athlètes qui se seront manifestés. Alain. Merci beaucoup, Yael. Ben, on arrive ben, effectivement à la fin de cet échange. Je crois qu'on a respecté quasiment le temps qui nous était imparti. Bien évidemment, on remercie tout le monde. Je vais Juste, voir. juste en conclusion, donc je fais parvenir, comme je l'ai évoqué, donc un support. Là, vous avez eu à peu près 18 slides projetés de manière à avoir un support allégé qui facilite l'échange. Un support de complet d'une trentaine de slides sera remis. Là-dessus, il y aura plusieurs liens on va dire, de consultation Internet pour des sites référents qui me semblent incontournables. Je me suis permis aussi de mettre ton profil Alain, LinkedIn ainsi que le mien. Pourquoi? Par rapport aux publications et l'éveil économique que nous nous tenons à faire quasi hebdomadaire, de manière à ne pas louper grand-chose. Pour ma part, donc j'ai eu plaisir à échanger sur ce webinaire. Simplement pour les participants, donc nous avons tous les deux une formation, une certification de coaching auprès du dirigeant d'entreprise, des parcours bancaires qui nous ont amenés dans notre métier à accompagner je dirais, des dirigeants et des financements de projets pour l'un et pour l'autre. Patrice, si tu souhaites dire un mot, Valérie, la parole est à celui ou celle qui veut intervenir, sinon... Alors, Valérie nous remercie. Ben, alors, Valérie, tu peux prendre le micro aussi et avec grand plaisir. Simplement, voilà, je voulais vous remercier pour, voilà, pour on n'a pas vu passer l'heure, en fait. Voilà, le temps d'échange était, le ton et le rythme étaient parfaitement rodés. Une présentation extrêmement claire avec des apports très concrets, j'ai trouvé, et des questions qui peuvent paraître pour certaines de Béotien, mais pas tant que ça, en fait, pour avoir moi-même créé ma structure. Voilà, on voit bien les questions qui viennent au fil des semaines, au fil des mois. Et donc, merci voilà, pour ces apports et surtout voilà, les petits tuyaux passés. Et l'occasion de souligner et de remercier à la fois nos interlocuteurs côté finance et pédagogie. Donc, je pense notamment à Patrice et évidemment Pierre côté fondation, donc des caisses d'épargne voilà, pour leur soutien voilà, et leur énergie mise voilà, à nous accompagner dans l'organisation de ces webinaires. Et puis naturellement, René Mess, voilà, qui m'accompagne voilà, et qui se montre très présent quand je le suis moi-même un petit peu moins voilà, pour déployer voilà, notre partenariat. Donc, vraiment un grand merci pour l'éclairage apporté et puis vraiment la grande qualité de cette présentation. merci Valérie. Merci beaucoup, Valérie. Merci Valérie. Et bonsoir à tous. Eh bien, écoute, merci, pas de Pierre. souci. Merci, bonne Bonsoir soirée à tous. tous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt, tout le monde. Merci. Et merci pour votre Merci attention. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.